les threads d'horreur, c'est quand même super flippant, mais la plupart du temps, il y a toujours des explications rationnelles. Même si on ne connaît pas les motivations des agresseurs, ou alors qu'on ne connaît pas tous les éléments de l'histoire, on arrive toujours à recoller les bouts, alors qu'avec le paranormal, on se retrouve à chaque fois démuni. Et ce soir, on a décidé de vous présenter 3 histoires qui sortent littéralement de l'ordinaire. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. et on est ravis de pouvoir vous raconter ce soir 3 histoires paranormales. Ça arrive très souvent et vous êtes aussi très nombreux à nous demander de vous raconter des histoires paranormales parce qu'il y en a plein d'entre vous que ça fait complètement flipper et on vous avoue que nous aussi on aime bien ça. Et donc cette vidéo bonus du vendredi, c'est pour les friands du paranormal, ceux que ça impacte vraiment. Au programme, 3 histoires complètement différentes. La troisième d'ailleurs n'est même pas forcément flippante, mais elle laisse planer plein de mystères et ça touche à un pan du paranormal mais également du médical. C'est vraiment super ambigu. En tout cas, on a vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais on ne va pas laisser planer les mystères plus longtemps que ça. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Petit disclaimer pour la première histoire qui est quand même assez dure à entendre. N'hésitez pas à passer à la deuxième si vous sentez pas le début. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran et on est parti pour la première histoire. La première histoire de ces threads un peu spéciale, on vous prévient, elle est vraiment impactante. Quand même, on vous fait un gros disclaimer pour cette première histoire parce qu'elle va traiter d'un événement qui s'est vraiment passé en 2005 aux États-Unis, notamment l'ouragan Katrina, et la personne qui nous raconte cette histoire va décrire un petit peu ce que c'était son quotidien de voir des corps vraiment sans vie et c'est vraiment pas joyeux. Donc si vous la sentez pas, n'hésitez pas à regarder le timecode en bas sur la barre pour faire défiler et également en description pour passer directement à la deuxième histoire. Et pour ce qui reste, on est parti. Pour contextualiser, cette histoire prend place en 2005, juste après que l'ouragan Katrina ait frappé l'Amérique. Clara, qui nous raconte cette histoire ce soir, à ce moment-là, était volontaire pour pouvoir chercher les survivants et également, et c'est malheureux, les corps qui étaient restés dans les maisons. Et bien sûr, du coup, son quotidien pendant cette période n'est vraiment pas joyeux du tout. Elle nous décrit un petit peu comment c'est de rentrer dans les maisons, de voir des corps. Elle dit qu'il y a vraiment une odeur complètement nauséabonde et qu'il y a une ambiance vraiment très macabre et c'est complètement normal. Pour décrire un petit peu le processus, elle nous dit qu'elle travaillait en binôme avec un gars et en fait, ils étaient chargés de rentrer dans les maisons et à chaque fois qu'ils trouvaient quelqu'un et à chaque fois qu'ils avaient analysé une maison en général, ils devaient inscrire cette dernière à l'aide d'une bombe. Et ce jour en particulier qui l'a complètement marqué et qu'elle nous raconte, elle était en binôme avec un gars qu'elle connaissait bien et avec qui elle avait déjà fait plusieurs expéditions. Comme d'habitude et en pataugeant dans la boue et dans l'eau, ils arrivent face à une maison qui est complètement délabrée et d'ailleurs elle est tellement que Clara la décrit plutôt comme étant une cabane qui était vraiment mal en point. Et c'est directement en rentrant dedans que tous ses sens vont s'alerter et qu'une mauvaise sensation va parcourir son corps lui indiquant que quelque chose de vraiment mal se trouvait ici. Et son instinct qui se réveille à ce moment lui précise que ce n'est pas mal dans le sens qu'elle va trouver un corps, ce qui était vraiment très triste mais qui était son quotidien, c'était vraiment autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais bon, malgré ça, elle a un job à faire, du coup elle ne va pas en parler, elle va rentrer dans la maison pour essayer de partir à la découverte et savoir s'il y avait quelqu'un. Malheureusement, en parcourant la cabane qui était plutôt assez grande pour une cabane, elle va se rendre compte qu'il y a bel et bien une odeur nauséabonde, ce qui était très mauvais signe, mais ce qui va l'alerter, c'est que vraiment sa sensation de mal-être ne part pas, et en levant les yeux, elle va voir qu'il y a des espèces d'eau d'animaux, notamment de chats, qui semblent être suspendus comme si c'était une mise en scène. En plus de ça, ces os semblent être un peu décorés, c'est vraiment super bizarre, avec des perles, il y a des espèces de statues très macabres partout dans la cabane, et ça va vraiment la mettre super mal à l'aise, elle et son collègue. Mais la pire des sensations et la pire des choses qu'il a pu voir de sa vie va se produire lorsqu'ils vont enfin rentrer dans la cuisine. En entrant dans la pièce, ils s'aperçoivent directement qu'il y a une dame qui est enchaînée à une poutre. Et là, ils se rendent compte directement, ils sont unanimes, il ne s'agit pas d'un des effets de l'ouragan, mais c'est vraiment comme si quelque chose d'autre s'était passé bien avant la catastrophe. Tout dans la mise en scène est complètement dégueulasse et on vous prévient, les détails qui vont suivre sont vraiment horribles. Parce que la vieille dame avait des blessures au niveau du ventre qui laissaient à l'air libre ses entrailles. Mais malgré cette vision d'horreur, c'est même pas ce détail qui va complètement glacer le sang de Clara et de son collègue qui voient bel et bien la même chose. C'est qu'en relevant les yeux vers le visage de la dame, il se rend compte qu'elle est en train de le fixer avec un énorme sourire sur le visage, même s'il voit très bien qu'elle n'est plus de ce monde. Complètement pétrifié sur place et ne sachant pas quoi faire face à cette situation complètement inattendue, les deux vont rester bloqués sur place, complètement pétrifiés, et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à entendre des bruits autour d'eux. Ils entendent des bruits, des craquements, mais également des murmures, alors qu'ils sont complètement sûrs d'être seuls dans la maison. Et après quelques instants à être complètement pétrifiés, ils décident de courir vers la sortie de la maison parce qu'ils sentent qu'il y a une présence vraiment très malsaine entre ces murs. Bref, à ce moment-là, et complètement sous le choc, presque en ne croyant pas ce qu'ils viennent de voir, les deux vont décider de ne même pas en parler et inscrire simplement une croix sur la maison.
Et bien que des années se sont écoulées depuis cette catastrophe, Clara nous dit qu'elle y repense constamment tous les jours et que cette vision d'horreur la hantera définitivement. La deuxième histoire de ce thread d'horreur paranormal, c'est celle de Alexandre et de sa famille qui ont emménagé dans une maison à l'orée d'une forêt. À cette époque-là, Alexandre avait 8 ans. Avant d'arriver dans la maison, ses parents avaient un petit peu peur à l'idée d'emménager à côté d'une forêt parce que ça implique en soi pas mal de risques. Des animaux sauvages pourraient par exemple s'introduire, ils pourraient se battre avec leurs chiens, aller dans les poubelles, ou alors il y a aussi leurs enfants qui pourraient tout simplement se perdre dans cette forêt ou aller trop loin. Mais bon, ils ont quand même sauté le pas parce que c'était une maison bon marché et qu'en soi elle était très belle. Sauf que dès qu'ils vont arriver, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette forêt. Première chose très étrange, leurs chiens étaient terrifiés par cette forêt. De base, ce sont des chiens qui aiment bien gambader un petit peu partout, ils n'ont quasiment peur de rien, mais pour une raison ou pour une autre, ils ne voulaient absolument pas aller dans cette forêt. Ils ont tout essayé, même le fait d'envoyer des jouets à eux dans la forêt, ils ne voulaient absolument pas, ils s'arrêtaient à la lisière. Il y a même des moments où ils s'arrêtaient devant la forêt et ils commençaient à fixer un point et à grogner et à aboyer comme s'ils ressentaient quelque chose, comme s'ils voyaient quelque chose. Voulant essayer le tout pour le tout, il y a même un jour où le frère d'Alexandre va porter un de ses chiens pour l'emmener dans la forêt et lui montrer qu'il n'y a rien, mais il ne va absolument pas pouvoir. Le chien va se débattre de toutes ses forces pour s'échapper et il va finalement le lâcher parce qu'il ne veut absolument pas rentrer dans cette forêt. Mais cette réserve qu'ont ces chiens va très vite se transmettre aux autres membres de la famille, dont Alexandre et ses frères et sœurs, qui vont commencer à entendre des bruits étranges. Très régulièrement, ils vont entendre comme des bruits de pas, ils vont même apercevoir des genres d'ombres venant de la forêt et ça va complètement les faire flipper. Ils vont en parler très souvent à leurs parents qui eux aussi vont commencer à flipper et donc c'était devenu tellement récurrent que les parents vont même leur interdire d'aller dans cette forêt. Mais vous allez voir, les événements ne s'arrêtent pas là. Un jour, la sœur d'Alexandre, alors qu'elle était tranquillement dans sa chambre, va apercevoir quelque chose à travers la fenêtre qui donne sur l'arrière-cour et sur la forêt. Alors qu'il fait assez sombre, elle va remarquer qu'il y a une grande silhouette qui la regarde. Sauf que cette silhouette est très étrange, elle est beaucoup trop grande, elle est comme surélevée par rapport au sol et donc elle va commencer à flipper, elle va appeler son père qui va essayer de regarder, il va donc prendre une lampe torche pour éclairer la forme et dès qu'il va l'éclairer, elle va disparaître. Mais ça ne s'arrête pas là, pendant très longtemps, ils vont entendre quelqu'un qui tambourine à la porte qui se trouve derrière leur maison. Et bien entendu, on vous le donne en mille, cette porte donne sur la forêt. Au début, ils vont croire que c'est des ados qui sont là pour jouer, qui leur font des farces, et donc au bout d'un moment, ils vont commencer à arrêter d'ouvrir la porte. Mais un jour, il pleut énormément, et donc la mère d'Alexandre va se dire que c'est peut-être quelqu'un qui recherche de l'aide, elle va donc ouvrir la porte, mais bien entendu, il n'y a personne. Sauf que comme on vous l'a dit, ce n'est pas un événement isolé, ils vont donc en avoir marre, et au bout d'un moment, ils vont installer des caméras de surveillance, et ça va confirmer leur théorie, parce que même lorsqu'ils entendent des bruits de toquement, ils vont remarquer sur les caméras de surveillance qu'il n'y a absolument personne. Mais vous allez voir, cette caméra n'est pas totalement inutile, même si elle va servir 3 ans après. Parce que c'est à ce moment-là que le frère d'Alexandre va commencer à faire du somnambulisme. Et malheureusement, il ne pouvait pas choisir un pire endroit parce qu'à chaque fois qu'il va en faire, il va sortir par la porte de derrière pour se diriger vers la forêt. À chaque fois, lorsque ça arrivait, sa mère l'entendait et donc elle se précipitait pour venir le chercher juste avant qu'il atteigne la forêt. Mais un jour, par curiosité, il va demander à regarder les caméras de surveillance pour voir ce qu'il faisait. Et c'est là que, complètement stupéfaits, ils vont se rendre compte que son comportement est très étrange. Lorsqu'il est somnambule et qu'il commence à ouvrir la porte pour se diriger vers la forêt, en fait, on a l'impression qu'il est en train de parler à quelqu'un, comme s'il s'adressait à une forme qui était en face de lui. Et au bout d'un moment, alors qu'il fait non de la tête, il a même l'impression que cette forme le tire et qu'elle l'attire vers la forêt. Bref, vous l'aurez compris, ces événements les font complètement paniquer et surtout que ce ne sont pas les derniers. Un jour, alors que son père était tranquillement dans le jardin, il va entendre que sa fille est en train d'appeler à l'aide dans la forêt. Elle est en train d'hurler, c'est comme si elle était complètement terrorisée, peut-être que quelque chose lui est arrivé. Le père, entendant ça, complètement en flip, va tout de suite se diriger vers la maison pour chercher une lampe torche et lorsqu'il rentre, il voit que sa fille est là sur le canapé. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas le seul à avoir vécu quelque chose comme ça, parce que Alexandre aussi a vécu exactement la même chose. Sauf que lui, c'était sa mère qui se trouvait dans la forêt et qui criait à l'aide parce qu'elle avait l'air de s'être coincé le bras dans les branches. Alexandre, tout innocent, s'est donc dirigé vers elle et c'est là que le chien a commencé à aboyer comme pour avertir son père. Celui-ci s'est donc dirigé dans la forêt pour attraper Alexandre et lui dire que non, sa mère n'est pas du tout dans la forêt, elle est bel et bien dans la maison.
Vous l'aurez compris, après tous ces événements, et c'est totalement compréhensible, ils vont commencer à en avoir un petit peu marre en fait. Au début, ils essayaient de trouver des explications, mais maintenant, ils n'en ont plus du tout. Ils vont construire une clôture tout autour de la maison et ils vont commencer à essayer de déménager. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à déménager, les événements paranormaux vont s'intensifier à mort. Ils vont commencer à entendre des bruits beaucoup plus forts, des bruits de toquement à la porte et des bruits de toquement aux fenêtres aussi. Ils vont entendre des voix qui sont beaucoup moins discrètes et d'ailleurs les terreurs nocturnes de son frère vont s'intensifier et heureusement que les clôtures étaient installées parce que c'est ce qui va le retenir de ne pas aller dans la forêt. Et tout ça, ça va continuer même jusqu'au jour du déménagement. On était un vendredi, ils vont se réveiller et remarquer que la porte qui était à l'arrière était complètement ouverte. En regardant les vidéos de la caméra de surveillance, ils vont se rendre compte qu'elle s'était complètement ouverte toute seule. Mais bref, ils vont enfin déménager de cette maison, loin de cette forêt qui était complètement étrange et bizarre. Après toute cette histoire, une fois arrivé dans une autre maison, le somnambulisme de son frère va complètement s'arrêter, mais pas les terreurs nocturnes. Et d'ailleurs, Alexandre va remarquer que son frère a quand même été impacté par toute cette histoire. Son frère va commencer à émettre plein d'hypothèses. Par exemple, il va se demander si quand la porte était ouverte le jour du déménagement, il n'y avait pas un esprit qui était entré et donc il va commencer à demander à tout le monde s'il ne devait pas se faire exorciser. Et même s'il disait ça sous le ton de la rigolade, Alexandre comprend bien qu'il a été marqué et qu'il le pense un petit peu. Bref, même aujourd'hui, Alexandre et sa famille n'arrivent pas à oublier cette histoire et ils ressentent toujours un profond malaise lorsqu'ils se retrouvent près d'une forêt. La troisième et dernière histoire de cet épisode qui est déjà très spécial, on vous prévient, est encore plus spécial. Parce qu'il s'agit d'un registre qui mêle un petit peu le milieu du paranormal et celui du monde médical. Et donc on est parti pour l'histoire de Jérémy qui va nous raconter son EMI, son expérience de mort imminente. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. On est en 2012, Jérémy subit une attaque cérébrale foudroyante. Et alors qu'à ce moment-là, les médecins font tout pour le ramener car son cœur ne bat plus et que son cerveau est sur le point de s'éteindre, il nous raconte quelque chose de vraiment très spécial. Alors qu'à ce moment-là, il entend comme dans les films la voix des médecins qui semble provenir de plus en plus loin, il ressent également une sensation de paix qui commence à l'envahir. Alors qu'il ressent cette sensation nouvelle comme si ce n'était jamais arrivé, il se sent s'élever au-dessus de son lit. Et ça paraît complètement incroyable, mais Jérémy est complètement catégorique, son esprit va s'élever tellement haut qu'il va voir toute la ville en entière. Et c'est à ce moment-là qu'il va entendre une voix provenir à côté de lui, et il s'agit notamment de la voix d'une femme. Cette présence qui se manifestait par une espèce d'orbre va lui dire qu'elle était super contente de pouvoir retrouver sa famille, notamment son père et sa mère. Et c'est là que Jérémy nous dit qu'il comprend ce qu'il se passe et il va répondre à la femme en lui disant qu'il sent qu'il ne devrait pas être ici. Et soudain, juste après un claquement de doigts, Jérémy se retrouve complètement autre part. Il se retrouve dans un endroit complètement magnifique, une espèce de ville vraiment de toutes les lumières avec des bâtiments faits en marbre. Et d'ailleurs, il n'est pas seul parce qu'en se promenant un petit peu, il va se rendre compte qu'il y a plein de personnes qui semblent toutes ultra joyeuses et ultra enthousiastes. Il va même croiser à l'angle d'une rue un vieil homme en train de donner des cours à des jeunes enfants sur des concepts tels que la vie, la mort, etc. Et alors qu'au début, il s'était arrêté pour suivre ce cours qui semblait vraiment ultra enrichissant et qui semblait vraiment lui apporter sur un plan personnel, il va se rendre compte que les personnes qui composaient cette classe vont commencer à se mettre autour de lui. Après quelques instants et cette dernière scène où tout le monde est autour de lui, Jérémy sent une lumière jaillir et l'instant d'après, il ouvre les yeux. Directement, il le sent, Jérémy retrouve ses sensations corporelles. En regardant autour de lui, il voit tout le corps médical et il se rend compte qu'il vient de vivre une expérience complètement surréaliste. Et toute cette expérience qui l'a profondément marqué va remettre en cause tous ses principes et toutes ses croyances. Et contrairement à un rêve dont on se rend compte de la fausse nature au réveil, Jérémy nous dit que cette fois, il était sûr que ça n'en était pas un et que cette vision le poursuivra pour toujours. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois histoires qui, comme on vous l'a dit en intro, n'ont absolument rien à voir entre elles ? On est vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez de ce genre de concept. En tout cas, nous, on adore. On est d'accord que les deux premières histoires sont beaucoup plus flippantes que la troisième, qui en soi ne l'est même pas. Mais les UMI, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant et d'assez intriguant, donc on aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez. Des histoires paranormales, il y en a beaucoup, et du coup, si vous voulez avoir plus d'épisodes dans le genre, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant la vidéo et en commentant vraiment, c'est en voyant les retours de cette vidéo-là qu'on peut voir en fait si ça vous plaît. Et en général, si vous voulez rien louper sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce que là, on arrive à la fin de l'année. Franchement, on a plein de projets pour 2023 et on est aussi content de pouvoir vous proposer ce genre de vidéos en fin d'année. Si vous voulez suivre un petit peu nos vies hors YouTube et que vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si vous voulez nous parler en direct. Vous allez voir, c'est hyper marrant, c'est toujours très cool.
Bref, en tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. On vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'était pas stylé ça. Je crois que c'était pas stylé. Tu veux que je le refasse? Ah oui, c'est bon, c'est pas grave, tant pis. J'assume. Ah merde. Je vous jure, j'ai fait un dab. Cringe alerte. C'est une fin de tournage. Et lorsque l'histoire qu'elle veut décider de nous raconter ce soir se passe, elle fait équipe avec un gars avec qui elle a déjà travaillé. Mais est-ce que du coup il existe plus qu'un moi du futur qui regarde pas la vidéo? Genre le moi du futur qui sera dans 3 mois quoi. Est-ce qu'il existe... Est-ce que vous existez autant? Mais là j'ai vraiment l'impression de lui parler, tu vois. Genre là il est vraiment là. Là il est là, en train de me regarder là, vraiment. Du coup est-ce qu'il existe plus qu'un gars qui regarderait pas du tout la vidéo? Ouais c'est ça, j'ai plus conscience de sa réalité parce que là je te fixe dans les yeux là, vraiment. C'est flippant en vrai. Ah, c'est même un peu flippant. En faisant ça, le fait qu'il existe, J'établis une connexion en fait entre nous, un peu. tu augmentes sa chance d'exister. Ouais, c'est vrai. Bien plus drastiquement, C'est vrai. en fait. En fait, il n'y a pas tant de différence, mais là, je crée une connexion. Une vraie connexion directe, en fait. C'est ça qui est bizarre. Là, il y a une fenêtre, quoi. Il y a vraiment une fenêtre entre nous deux, là. Genre, on est en train d'établir une fenêtre. C'est fou. C'est vrai, en plus. C'est vraiment factuel, quoi. C'est factuel, quoi. Là, t'es dans le futur. T'es vraiment dans le futur. Arrête de faire genre, ah, non, non, ouais, mais c'est parce qu'on a filmé. Non, non, là, t'es dans le futur. En fait, y a pas de jeu de mots. Ouais, non. On est dans le présent. Les vrais, c'est nous. Mais oui, c'est vrai, en plus. Toi, t'existes pas, là. Non, t'existes pas.